il y a une petite rectification. Mais l'Algérie sera représentée par le colonel Boumedienne. Est-ce que le Conseil de la Révolution, on peut dire, prend toutes les destinées de l'État, ou est-ce qu'il va y avoir des élections? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez certainement vu les décisions d'hier. Toutes les institutions du parti et de l'État restent en place. Le gouvernement continue. C'est le colonel Boumedienne qui continue. Et le Conseil de la Révolution prend, comme vous l'avez signalé, toutes les destinées de l'État. Il n'y a pas de chef de l'État. Le colonel Boumedienne est président du Conseil de la Révolution. Vous restez ministre des Affaires étrangères? Vous prenez un autre secteur en plus? Non, non. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Je dis bien tous les Algériens sans exception. Mais avec M. Ben Bella, c'est tout de même un chef historique qui disparaît. Il n'y a que le peuple algérien qui soit historique et qui peut prétendre à cela. Les hommes sont devenus des figures extraordinaires grâce au sacrifice consenti par le peuple algérien tout entier et grâce aussi au sacrifice de notre 1,5 million de morts. Est-ce que M. Ben Bella sera jugé? C'est une affaire du Conseil de la Révolution qui décidera de ce qu'il faudra faire. Quel rôle, lui, a-t-il joué dans ce coup d'État? Comme c'est un très bon coulissier, c'est un très bon intrigant, c'est un très bon manœuvrier en coulisses, il sait faire les choses. Là aussi, plusieurs témoignages me disent qu'il a plusieurs mois avant le 19 juin 1965, il a fait un grand travail de sensibilisation, si j'ose dire, entre guillemets. Il a fait un travail au corps auprès de Boumedienne pour que ce coup d'État ait lieu. Vous expliquez dans le livre que Ben Bella avait décidé de faire le ménage, il s'était rapproché d'Aït Ahmed, et effectivement, Bouteflika le savait. Oui, Bouteflika le savait, mais Boumedienne aussi le savait, puisque Boumedienne avait subi une tentative d'attentat quelques mois auparavant. Un soldat a failli l'assassiner. Il y avait un climat délétère entre 1964 et 1965. Boumedienne n'acceptait pas trop un certain nombre de choses. Il s'est vu adjoindre un chef d'état-major sans avoir été prévenu. La décision était de Ben Bella. Je crois que Boumedienne était exaspéré par l'influence trop grande des Égyptiens sur Ben Bella et l'influence de tous les courants marxistes qui ont fait de l'Algérie un petit laboratoire. Ils venaient à la fois y expérimenter leur doctrine, etc. Donc c'est entre 1962 et 1965, l'Algérie était devenue un énorme terrain de jeu pour tous les nostalgiques du gauchisme sous toutes ses couleurs, du rouge foncé au rouge clair, et de toutes les théories fumeuses et les idéologies quelque peu fascisantes même. Donc je pense qu'à un moment donné, Boumedienne a voulu siffler la fin de la partie, la fin de la récréation. Il y a eu une grande récréation à l'époque de Ben Bella, et je pense qu'il était sincère politiquement parlant dans sa démarche. Enfin, je le pense, hein, mais je pense qu'il était exaspéré par cette situation et qu'il voulait que ça cesse. Mais qu'est-ce qu'on sait des coulisses du coup d'État? Les coulisses du coup d'État, il y avait, comme je vous le disais, le climat étant délétère. Ben Bella sentait un certain nombre de choses. Il comptait à la fois sur ses amis égyptiens, mais aussi sur sa milice privée
quelque part pour assurer sa sécurité. Il n'avait aucune confiance en l'armée puisque celle-ci était dirigée par Boumedienne. Il a commencé à essayer de changer les gens à la tête de la police nationale, enfin la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Il a commencé à manœuvrer de son côté et finalement la décision a été prise parce qu'il y avait un sommet à Alger des pays non alignés et par conséquent ils ont précipité je pense ce qui avait été appelé de redressement révolutionnaire pour avoir cette tribune internationale qui allait leur permettre d'expliquer et faire de la pédagogie, d'expliquer que ce n'était pas un coup d'État, parce que c'était important pour eux à l'époque, mais un redressement révolutionnaire, pour reprendre le terme utilisé. Et finalement, on a là consacré le règne du clan d'Oujda, dont on parlait tout à l'heure, avec les Qaïd Ahmed, avec les Bouteflika, avec les Boumedienne, avec tous ceux qui étaient au sein de ce groupe depuis déjà plusieurs années. Alors vous racontez dans votre livre qu'au moment du coup d'État, le président Boumedienne a prévu un avion qui l'attend sur l'aéroport de Boufarik. Qu'est-ce qu'il y a dans cet avion ? Il y a son petit trésor de guerre. Il y a ce qui aurait pu lui garantir des jours paisibles, c'est-à-dire de l'or et de l'argent. Il avait émis l'hypothèse que ça pouvait mal tourner. Ah, évidemment, je pense que c'était quelqu'un d'intelligent. Il y a toujours, quand vous faites un coup d'État, il y a toujours un risque que ça ne marche pas. Je pense, je ne suis pas un spécialiste des coups d'État, mais pour en avoir observé comme journaliste un certain nombre, je pense que tout putschiste qui se respecte, ou même qui ne se respecte pas, assurait ses arrières. Quelles sont les paroles que Boumedienne a au moment de la réussite du putsch ? Ah oui, alors là aussi, c'est un témoin de l'époque qui m'a raconté ça. Et en fait, c'est une parole qui montre le mépris que ces dirigeants ont eu, peut-être le mépris inconscient même, le mépris inconscient qu'ont eu les dirigeants algériens à l'égard de leur population. M'a raconté que parce que Boumedienne devait faire une intervention à la radio pour expliquer. Et juste avant, Tahar Sbiri, qui était dans l'état-major, lui est venu lui dire c'est Boumedienne, pour reprendre, le peuple n'a pas bougé. Et il lui aurait répondu mais pourquoi bougerait-il ? Quelque chose, non. Pourquoi bougerait-il ? Alors que c'est nous on décide tout. Et j'ai trouvé cette réplique, je pense qu'elle a existé parce que le témoin est assez crédible, et je ne le vois pas inventer ça sur un président qui est mort depuis 33 ans aujourd'hui, inventer une chose pareille. Mais en plus, ça colle tellement à la psychologie des dirigeants algériens, ce mépris qu'ils ont à l'égard de la population, de leur propre population, la population dont ils sont issus. Mais ils ont oublié qu'ils sont issus de cette population algérienne, de ce monde rural, de ces villes, etc., de ces villages. Ils ont oublié. Et ils croient qu'ils sont investis d'une mission divine. Et c'est pour ça qu'ils s'attachent à ce point au pouvoir. Pas simplement pour préserver leurs privilèges, évidemment. Il y a un côté très affamé dans tout ça. Ce sont pour la plupart deux anciens affamés qui sont aujourd'hui repus. Donc je pense que les années de misère les hantent encore et qui doivent se dire si on lâche le pouvoir, on risque de ne plus manger. Quel sera le rôle réel du président Bouteflika sous les années boumediennes, sous ses 13 ans de pouvoir ? Là, alors, on lui a là aussi, dans la légende qu'on lui a concoctée, ou qui s'est concoctée, finalement on se rend compte qu'il n'a été associé à aucun des grands dossiers de Boumedienne. Quand on reprend
en détail la période qui a précédé, là, vraiment l'un des grands dossiers ouverts par Boumedienne dès son accession au pouvoir. Donc, la question de la nationalisation des hydrocarbures. Il n'a pas été l'un des artisans de ce dossier. Ce n'était pas lui. C'était Boumedienne himself, Beled Abdeslam, Sid Ahmed Ghazali. C'est des gens comme ça qui ont travaillé sur ce dossier. Et bien d'autres. Ils m'excuseront, ceux que je n'ai pas cités. Mais certainement pas Abdelaziz Bouteflika qui a été utilisé plus comme instrument pour intoxiquer les Français, parce qu'il les rencontrait souvent, etc. Comme il y avait une négociation sur le vin algérien qui était en cours, il y avait des négociations sur la communauté algérienne en France, notamment à Marseille, qui subissait parfois des actes d'agression, etc. Enfin, et d'autres sujets aussi. Je crois que Bouteflika a été utilisé par Boumedienne, qui connaissait sa nature très olé olé, pour intoxiquer la partie française. Qui savait, mais qui couvrait. Oui, mais je pense qu'il y avait une relation très subjective entre eux. Parfois, vous savez, quand vous avez des liens très forts avec quelqu'un, vous refusez, y compris, de voir ses défauts. Vous dites qu'il lui aurait présenté sa femme, que c'est Bouteflika qui aurait présenté Madame Boumedienne à Ouari Boumedienne. Il fait partie du duo qui lui a présenté. Enfin, Bouteflika a joué un rôle très important dans la mise en relation. Là aussi, il y a une légende qui a été créée s'agissant de comment Boumedienne a épousé Anis Al-Mansali, etc., qu'elle l'aurait rencontré dans un... En fait, non. La rencontre a eu... Et tous les témoins que j'ai interrogés me disent la même chose. La rencontre s'est déroulée dans d'autres conditions et Bouteflika a joué un rôle important. Mais bon, c'est anecdotique en même temps. C'est aussi... Non, mais vous dites qu'elle va changer les choses dans le fonctionnement du clan. Elle. Oui. C'est-à-dire que son entrée dans le paysage, Anis Al-Mansali, qui deviendra Madame Anissa Boumedienne, va jouer un rôle important dans le sens où elle va influencer considérablement son mari. Pas négativement, mais dans sa relation à la fois à ses collaborateurs, dans sa relation au pouvoir, etc. Anis Al-Mansali vient d'une famille très raffinée, donc elle va raffiner encore davantage Boumedienne, qui était un peu rustre sur les mains. Je veux dire, il n'y a rien... C'est quelqu'un qui vient de Guelma, qui a une autre mentalité, une autre façon de vivre, y compris dans son intérieur, etc. Anissa est une femme, d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années en Algérie, est une femme extrêmement raffinée, très cultivée, etc. Et donc qui a joué un rôle important à la fois dans le rapport qu'aura Boumedienne à ses collaborateurs, à ses plus proches collaborateurs, mais également à l'exercice même du pouvoir. Bien qu'il ne la mêlait pas systématiquement, de son propre aveu, qu'il ne la mêlait pas systématiquement à la chose politique, mais d'un point de vue psychologique, il est incontestable qu'elle a influencé le personnage, et donc par conséquent, elle a influencé, certainement sans le vouloir, l'homogénéité du clan d'Oujda, puisque Boumedienne ne devenait plus aussi disponible, parce qu'avant il était célibataire endurci, donc le soir ils allaient tous refaire un autre conseil des ministres, si j'ose dire, chez lui, dans des conditions très rudimentaires. Il y avait également, je dirais, une autre donnée, c'est-à-dire que le mode de vie, ça c'est ce qui est très drôle, le mode de vie des caciques du pouvoir algérien était aux antipodes de la bien-pensance ou du politiquement correct qui était installé. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité vivait plutôt comme ce que j'appelle des Américains en babouche, que comme
comme des Saoudiens. Vous voyez, les membres du pouvoir de l'époque étaient plutôt dans... C'était bon enfant, quoi. C'était des jouisseurs, disons. Ils croquaient la vie à pleines dents. C'était pas la rigidité entre l'arabité et l'islamité, etc. C'était des bons vivants. Hein. C'était pas ils passaient pas leur journée à la mosquée. Mais par contre, ils voulaient que le peuple puisse être abreuvé que de ça, et je souligne que de ça, quasiment l'arabité, l'islamité et fermeture sur le monde. C'est-à-dire qu'on a refusé aux Algériens, au peuple algérien, ce qu'on s'autorisait à soi. D'ailleurs, il y a un petit comment dire, une petite symbolique. Le rapport de Boumedienne, qui n'était pas quelqu'un de très... au cigare. Le cigare, c'est une... généralement, les amateurs de cigares sont des gens plutôt... On connaît Sarkozy. Oui, voilà, qui ont un certain mode de vie, disons. Balladur, Sarkozy... Bon. C'est pas le commun des Algériens qui pouvaient fumer le cigare, ou qu'on autorisait... c'était pas quelque chose de très courant à l'époque. On a parlé de la nationalisation des hydrocarbures, mais sur un autre dossier, quel rôle Abdelaziz Bouteflika a-t-il joué sur la crise algéro-marocaine du Sahara notamment? Alors, sur le Maroc, moi je pense que, comme sur d'autres sujets, Bouteflika a un rapport qui relève, je pèse mes mots, hein, je suis très sérieux, vous voyez, je suis très calme, il n'y a aucune impulsivité dans ce que je dis, qui relève parfois de la psychiatrie. J'ai toujours été interpellé par les gens qui ont une attitude ou un rapport d'attirance-répulsion, ou d'amour-haine à l'égard des choses ou des gens. Et Bouteflika fait partie de cela, sur plusieurs dossiers. J'en prendrai deux. Les Marocains. Bouteflika est plus marocain que n'importe quel Marocain. Mais en même temps, il déteste, ou il détestait Hassan II notamment, et aujourd'hui Mohamed VI. Il le détestait ou l'admirait? Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. Ça relève de la psychiatrie. C'est-à-dire quand on est dans un rapport d'amour-haine. Il signait, comme je le rapporte dans mon livre, c'est son courrier, votre serviteur dévoué, ou votre dévoué sujet, Abdelaziz Bouteflika, quand il écrivait au roi du Maroc. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Il ne se considérait pas comme un citoyen algérien. Mais en même temps, il avait un rapport qui s'est d'ailleurs continué, à la fois d'admiration à l'égard de ce roi à peine plus âgé que lui, qui fut sacré au moment où lui aussi accédait aux premières loges de la chose politique. Et il y a, je crois, quelque part, quelque chose que les psychologues et les psychiatres devraient explorer. Puisque cette image que j'ai relatée dans mon livre, où le jour des funérailles de Hassan II, on le voit s'agripper. Ce n'est pas de moi, l'analyse n'est pas de moi, c'est un fin connaisseur à la fois et de Bouteflika et du pouvoir algérien qui m'a, disons, brossé ce tableau. Il me dit, est-ce que vous avez vu le jour où il s'est agrippé au cercueil de Hassan II? Je dis oui, parce que c'est effectivement une image qui avait marqué à la fois et les Marocains et les Algériens, vu la tension ambiante qui a perduré depuis l'indépendance. Alors il me dit, ce geste, c'est de la haute voltige diplomatique, à première vue, ce qui est vrai, puisqu'avec un tel geste, on réconcilie quasiment deux pays. On voit un président d'un pays en train carrément de souffrir devant la mort du monarque contre lequel il n'a cessé de mener des offensives et lequel monarque lui rendait bien. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de prendre parti, là. Et il m'a dit, oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Il m'a dit, parce que vous ne connaissez pas Bouteflika. Moi, je le connais.
Et je lui demandais donc de m'expliquer. Il m'a dit, Bouteflika a depuis toujours rêvé de parler d'égal à égal à Hassan II. Et en fait, il devient président algérien en avril 1999. La première chose qu'il fait pratiquement, c'est prendre rendez-vous avec Hassan II. Rendez-vous est pris pour septembre. Et Hassan II lui claque entre les doigts. Il décède en août. Pas de bol. Donc, quelque part, il pleurait plutôt son sort, son propre sort, que celui de Hassan II. Il pleurait le fait de ce rendez-vous manqué, de cette situation dont il a toujours rêvé et qui n'a pas pu finalement se présenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, les relations entre lui et le fils, entre lui et Mohamed VI, allaient être détestables, puisqu'il a pris de haut. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec Mohamed VI avec un tel dédain, comme Hassan II s'était comporté avec lui. Le roi du Maroc. Mohamed Sifaoui, est-ce qu'on peut dire que pendant les années de présidence de Houari Boumedienne, Abdelaziz Bouteflika est son principal collaborateur? Alors, son principal collaborateur, je ne le pense pas. Il est néanmoins dans le premier cercle, incontestablement. Ce n'est pas le collaborateur le plus crédible. Il n'est pas considéré comme le collaborateur le plus sérieux, le plus crédible. Boumedienne compte sur d'autres personnalités. Je pense notamment sur les questions économiques à Abdelhadi Abdeslam, sur des questions, je dirais, techniques à des gens comme Sidi Ahmed Rouzali, sur la diplomatie parallèle, sur des gens comme Zegar, qui est très méconnu de la société algérienne. Malheureusement, là aussi, c'est un milliardaire. Qui est un milliardaire, qui est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Qui était milliardaire en dollars dans les années 70. Oui, mais qui est non seulement milliardaire, là, je veux dire, qui a surtout joué un rôle important pour cette jeune diplomatie et ce jeune pays qui est l'Algérie. Et aujourd'hui, si on interroge n'importe quel jeune Algérien de 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, peut-être de 30 ans, en lui disant « Connais-tu Zegar ?», il va dire non. Pourquoi un tel mépris à l'égard de ceux qui ont servi ce pays? Alors d'où vient cette idée que Abdelaziz Bouteflika est l'héritier de Boumedienne? Lui-même dit que Boumedienne, dans un testament, l'a désigné comme son successeur, et finalement, ça ne se fait pas. Ouais. J'allais dire un peu, pour alléger le débat, mon œil. Bouteflika n'était pas l'héritier de Boumedienne. Le testament n'existe que dans l'esprit égocentrique de Bouteflika. Sur cette question d'héritage, ni les membres du FLN, ni les gens du Conseil de la Révolution, je pense au défunt Cherif Belkacem par exemple, ni les gens de l'armée, ni Madame Boumedienne n'a vu ou n'a entendu parler de ce testament. Comment peut-il? Alors peut-être qu'un jour, en tête à tête, il lui a dit tu seras mon héritier, mais ça n'a aucune valeur. Quand bien même accordant, ça n'a aucune valeur. D'abord parce que c'est une république. C'est une république qui est née d'une révolution populaire. Et dans une république née d'une révolution populaire, nulle place pour l'héritage. Nulle place pour l'héritage. L'Algérie ne s'hérite pas, elle se mérite. Il se trouve qu'à la mort de Houari Boumedienne, Bouteflika ne méritait pas de diriger l'Algérie. Et ça, je crois qu'il ne l'a jamais pardonné. Mais est-ce que Boumedienne l'a dit? Mais Boumedienne lui-même n'avait aucune légitimité démocratique. Quelle légitimité Boumedienne avait pour dire aux Algériens, voilà celui qui doit vous remplacer? Enfin, il faut remettre les choses à leur place. Nous ne sommes pas au Maroc, là. On n'est pas dans une monarchie. Il n'y a pas de Makhzen. Nous sommes en Algérie. Et en Algérie, il y a une république. Il y a une république qui a fonctionné grâce à la légitimité historique. Aujourd'hui, ça doit cesser. Coûte que coûte.
Dans 1 an, dans 6 mois, en 2012, en 2013, dans 2 mois, ça doit cesser. Alors, fort de cette légitimité historique, Boumediene, quelle légitimité aurait-il pour dire celui qui doit me succéder, c'est lui? Alors il ne l'a pas dit, parce que nulle trace d'un quelconque document, d'un quelconque enregistrement, d'une quelconque parole. Dans ce cas, à la limite, dans ce cas, dans les régimes les plus autoritaires, prenons le cas de la Syrie par exemple, quand Hafez al-Assad décède, il dit publiquement que l'héritier c'est son fils. En tout cas, il le fait savoir par le biais du parti Baas, par divers canaux. Quand Moubarak voulait faire hériter son fils, il le fait savoir, etc. Par divers canaux. Il voit, ils sont de la société. Jamais Boumediene n'a fait savoir à qui que ce soit, en tout cas pas à ma connaissance. Toutes les personnes que j'ai interrogées m'ont dit c'est du pipeau. Cette histoire d'héritage de Bouteflika qui succéderait à Boumediene n'est née que dans l'esprit égocentrique, je le rappelle, d'Abdelaziz Bouteflika, et nulle part ailleurs. Et je crois c'est de là que vient toute sa haine et toute son aigreur. Il a dû, à mon sens, se fabriquer un fantasme pendant les derniers jours de Boumediene. Il se voyait roi à la place du roi, calife à la place du calife. Et il était en train de s'imaginer déjà avec la reine Elisabeth II, avec recevant les grands chefs d'État, etc. Et du coup, on lui dit non. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On va pas passer à la démocratie. On va rester sur la question de la légitimité populaire, mais ça sera un militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. Ce que vous appelez aujourd'hui le mode de fonctionnement à l'horizontale. On reviendra là-dessus, mais je voudrais savoir comment Bouteflika est-il présent dans les derniers jours de Boumediene? Il est là? Il est là, oui, il est là dans le sens où il n'est pas là. C'est Taleb Ibrahimi qui était là, par exemple, à Moscou, beaucoup plus que lui. Mais disons que c'est encore un membre important du Conseil de la Révolution et c'est un personnage clé, incontestablement, puisque Boumediene lui a permis. C'est un peu l'enfant gâté du système, donc il fait ce qu'il veut. Mais et pas pour autant prédestiné à jouer les premiers rôles. D'ailleurs, quand on questionne les gens, y compris sur l'oraison funèbre, la célèbre oraison funèbre que... Dans quelles conditions est-ce qu'il est amené à la prononcer? Il a fait des bras et des mains, des pieds et des mains pour faire cette oraison funèbre. Il a milité, entre guillemets, pour faire cette oraison funèbre. Et je pense qu'à l'époque, ça c'est une lecture personnelle, je pense que Qasem Erbah, le chef de la sécurité militaire, entre autres, a dû imaginer que ce serait la seule concession à lui accorder, car de toute manière, il savait au fond de lui-même qu'il n'allait pas lui permettre de remplacer Boumediene. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est tout ça qui a fait naître en lui toute cette haine à l'égard du peuple, qui n'est pas sorti dans la rue en criant « Bouteflika président », à l'égard de l'armée, qui ne l'a pas installé à la tête du califat d'Oujda, pour parler ironiquement, chose qu'il s'attribuera quelques années plus tard, et finalement du FLN, qui fera plus que ça. Non seulement qu'il ne le soutiendra pas, mais qui va l'exclure quelques années plus tard. Enfin, 2 ans plus tard. 2 ans après la mort, 2 ans ou 3 ans après la mort de Boumediene. Mohamed Sifaoui, votre livre s'appelle Bouteflika, ses parrains et ses larbins aux éditions Encre d'Orient. Nous verrons la prochaine fois la traversée du désert d'Abdelaziz Bouteflika. Les événements d'octobre 88, dont vous nous révélez les coulisses, notamment avec ce qu'on a appelé l'opération Potemkin.
l'arrêt du processus électoral, puisque nous allons fêter cette année le 20e anniversaire de l'arrêt du processus électoral. Déjà. Et nous verrons l'accession au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika en 1999. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. Le cercueil du président Boumedienne quitte le palais du peuple. Ainsi commençaient les obsèques du président algérien. Portés d'abord par des officiels, bientôt relayés par